J'accepte tout le monde. Bonjour à tous. Bon, les gens arrivent doucement, c'est parfait. J'espère que tout le monde va bien. On est un peu en retard, désolé. Bruno en parlera. Il sort de l'eau justement en test de session prototypage. On aura sûrement l'occasion d'en discuter un petit peu. Du coup, bienvenue pour ce cinquième webinaire du coup Folenco. L'idée, comme d'habitude, hein, on est là pour échanger avec vous. Là, on va parler de façon générale sur le matériel de Wingfoil. Donc, vraiment de façon large, hein, ça va être comment choisir son matériel. On va parler d'aile à aspiration. L'idée, c'est qu'on balaye un peu le matériel qu'on a besoin pour faire du Wingfoil. Donc, on va parler de foil, de planche et de wing. Bruno pourra vous conseiller sur tous ces aspects-là. Bruno, merci encore à toi du coup je te mobilise encore une soirée pour le webinaire. Ce que je te propose, comme d'habitude, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, de te représenter, puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Juste avant que tu commences, n'hésitez pas, au cours de la conversation, on va mener un échange, mais ce qu'on veut, c'est vraiment interagir avec vous. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Vous verrez, si vous passez votre souris sur l'écran, il y a l'onglet converser comme d'habitude. Et là, sur cette conversation, en fait, vous pouvez poser toutes les questions à l'écrit que vous voulez. Et moi, j'interromprai Bruno dans la conversation et je pourrai lui poser toutes les questions. Donc, c'est vraiment l'objectif. Dès que vous avez une question, même sur ce que vous voulez, sur le choix par rapport à votre taille, vous faites tel poids, on peut vous conseiller là-dessus avec plaisir pour en discuter. Bruno, à toi la parole déjà peut-être pour te présenter. Bonsoir tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur un webinar. C'est super intéressant, on y prend goût. Voilà, je m'appelle Bruno André, donc j'ai très bientôt 49 ans déjà. Et je suis de l'Almanar et j'habite en Bretagne depuis quelques années, donc chargé du développement pour la compagnie Folenco qui regroupe donc les 4 marques que la plupart d'entre vous connaissent, à savoir AHD Boards pour le windsurf, AFS, les foils, Nasquel, Stand-Up Paddle Wing et le concept Sea Lion. Donc, comme disait Antonin, voilà, hein, on fait ces webinars pour vous. Donc, on va avoir une petite trame, mais n'hésitez pas à vraiment participer. Je pense que c'est beaucoup plus sympa, même pour nous, quand c'est une participation live, plutôt que de nous rentrer dans un chemin tout tracé. L'échange est beaucoup plus sympa, donc n'hésitez pas. Parfait. Merci Bruno. On va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Je pense que une des parties du wingfoil qui est assez attirante et souvent qui pose le plus de problèmes sur le choix, j'ai bien envie de dire que c'est sûrement le foil. Ce que je vous propose, c'est de discuter un peu des 3 parties du foil principales pour choisir. Donc, on va parler de l'aile avant, du stab et du mât. On va commencer tout de suite peut-être avec l'aile avant, Bruno. Si tu peux nous en dire un peu plus sur le choix, sur la surface, comment choisir juste par rapport à la surface, par rapport à l'importance. Est-ce qu'il faut raisonner que par rapport à la surface? Si tu veux nous en dire un peu plus sur cet aspect-là. Tout à fait. Donc, l'important, comme toujours, et quelle que soit la discipline, ça va être de choisir le bon matériel par rapport à son niveau technique. Quelque part, il ne faut pas penser que tout ce qu'on lit est forcément adapté à sa propre personne. Donc des ailes, il y en a, on va dire, chez nous, on a vraiment 2 programmes distincts, à savoir la Flyer qui est aération aspect et la Carver qui, comme son nom l'indique, est une aile plutôt de carving. Ces 2 programmes sont complètement différents en sensation et dans leur manière de naviguer. Ce serait une erreur de penser qu'il y en a un qui est plus performant qu'un autre. C'est-à-dire que les deux ont un programme complètement différent. L'important pour s'équiper en wingfoil, donc comme je disais, c'est avant tout le niveau. Quand on est débutant, il ne faut pas hésiter à mettre de la surface en taille d'aile. Une taille d'aile importante va apporter de la stabilité, va apporter du vol à basse vitesse. Je pense que la clé de la réussite pour un débutant, c'est de voler le plus rapidement possible et donc à basse vitesse. Donc, quand on va voir après les riders plus expérimentés, là, on voit des images, c'est un peu valable pour tous les sports, hein, on voit toujours le côté toujours très radical de la pratique sportive. Ça ne va pas être le matériel adapté à monsieur tout le monde, parce que ce sont des ailes qui sont beaucoup plus fines, qui sont beaucoup plus nerveuses, donc il y a beaucoup plus de maniabilité. Et de la maniabilité extrême, pour quelqu'un qui n'est pas expérimenté, ça se transforme en instabilité. Hein, quelqu'un qui est bon va pouvoir maîtriser la nervosité d'un foil. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience, il a besoin que le matériel, encore une fois, c'est ce que je répète très souvent, travaille pour lui et l'aide dans sa progression.
Parfait, ça marche. Tu as abordé le sujet quand on parlait justement d'un débutant qui avait sûrement besoin d'une plus grosse surface. Est-ce que c'est souvent la question qu'on a de dire, par exemple, j'ai, je sais pas, je pense que c'était à ce produit-là, mais une F1 Gravity en 1700. Est-ce que pour autant, ça voudra dire que sur une autre marque, sur la même taille de surface, on aura la même portance qu'on pourrait avoir avec une F1 Gravity? Pour un exemple concret, une F1 Gravity en 1700 par rapport à une Carver en 1700. Est-ce qu'on aura le même type de portance pour autant d'arrière? Non, alors il y a plusieurs paramètres qui vont rentrer en jeu. Ça va être les épaisseurs de profil, c'est-à-dire que la surface, c'est une chose, mais une aile qui va être très épaisse et plutôt ronde à l'avant va être plus puissante qu'une aile fine. Le poids, un paramètre super important, plus c'est léger, plus ça décolle vite. Donc chez AFS, nous avons des foils qui flottent, c'est-à-dire que ça dérange certains au début quand ils découvrent nos foils, c'est que la planche, quand on n'est pas dessus, elle se met sur le côté, sur la tranche dans l'eau, parce que le foil est tellement léger et il flotte que c'est un phénomène qui apparaît. Donc, c'est un petit peu gênant quand on est à l'arrêt, qu'on n'est pas sur la planche, mais ce qu'il faut réfléchir, c'est ce que ça peut apporter au moment du départ au planning. C'est qu'on a de la flottabilité en plus. Donc, le poids, le volume, l'épaisseur, ça rend un foil plus performant. Ça peut rendre un foil plus performant. Donc, pour répondre à la question clairement, chaque marque a sa façon de mesurer ses ailes, chaque marque a ses propres profils, donc chaque foil va être différent. C'est pour ça que quand on change de marque, c'est valable pour tout, c'est valable pour les wings, c'est valable pour les planches. L'erreur, peut-être, ça va être d'essayer d'aller retrouver la même planche ou le même foil qu'on avait avant chez quelqu'un d'autre. Mais à ce moment-là, il fallait racheter le même foil. Il faut accepter de prendre un petit peu de temps au début pour s'adapter au nouveau matériel. Ok, top. Merci. C'est une question qu'on a assez régulièrement, donc c'est hyper intéressant comme retour. Toujours hein, pour continuer sur les ailes avant, il y a, je pense qu'il y a le wing foil, on le voit, est quand même en plein développement. On a une certaine, d'autant plus nous avec notre passif, en tout cas chez FS par rapport à la gamme de wing foil. Il y a un peu différents types, enfin, profil d'ailes qu'on arrive à distinguer aujourd'hui. Il y a quand même on va dire deux grands types de profils, sûrement trois. On en discutera justement par rapport à des essais qu'on fait actuellement. Mais sur déjà les deux grands types, on va dire, au grand public, on a vraiment, en tout cas dans notre gamme, le côté plus carver, donc des ailes beaucoup plus rondes, et le côté flyer avec des ailes avec des aspects ratio élevés. Est-ce que tu peux nous en dire, voilà, parfait, tu as des produits pour en montrer, c'est parfait, tu as pensé à tout. Mais l'idée, c'était vraiment, si tu peux nous en dire un peu plus, je pense, sur voilà, les avantages et les inconvénients. Je crois que toutes les marques, en fait, ont un peu ces deux types de modèles, mais les avantages et les inconvénients de ces deux modèles. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais, je pense, en fonction de chaque pratiquant? Je te laisse la main dessus. Ok, donc on va commencer par l'aile carver, parce que c'est la première qui est née chez AFS, à l'époque de l'AFS Surf. Donc les carvers, ce sont des ailes qui ont beaucoup de flèches. Donc la flèche, c'est la partie du bord d'attaque ici qui va vers l'arrière. C'est également des ailes qui sont avec beaucoup plus de cordes. La corde, c'est la partie ici qu'on voit bien. Donc là, c'est beaucoup plus large qu'une flyer. Je vais vous mettre une flyer tout de suite à côté. Donc là, on est sur les mêmes, à peu près les mêmes tailles d'ailes, mais on voit bien la différence entre une flyer et une carver au niveau de la corde. Donc ça, c'est du high ratio high spec. La noire ici, la flyer, normalement, elle est jaune, mais bon, j'ai pas les ailes toutes peintes parce qu'on va vite dans les essais et des fois, on n'a pas le temps de peindre les produits. Alors, une carver, qu'est-ce que ça va apporter? La flèche, le fait que l'aile, elle parte vers l'arrière ici, ça va inciter l'aile à pivoter sur son axe. Donc, c'est pour ça qu'on les a appelées carvers, c'est que naturellement, ce sont des ailes qui ont envie de partir d'un côté ou de l'autre, puisque l'appui ici, par rapport à une flyer, l'appui de la flyer, il va être beaucoup plus droit, beaucoup plus haut. D'accord? Donc, on a une aile qui est un peu plus fuyante, qui ne demande qu'à carver. Pour compenser ce manque d'appui qu'on pourrait avoir par rapport à une aile plus droite, on a de la corde. Donc, on a une aile qui va vraiment porter et qui va être très tolérante à basse vitesse. C'est-à-dire qu'une aile comme celle-ci, on peut se permettre d'être beaucoup moins dynamique, de moins pomper. Elle va avoir plus d'air. L'aile, elle va continuer à voler en se posant justement sur sa corde qui est importante. Donc ça, c'est un avantage pour les débutants notamment, pour
Les gars un peu comme moi qui sont plus proches de la retraite que hein, quand on a 20 ans, on a 3 poumons, on peut pomper comme un fou, mais c'est vrai que en vieillissant, on aime bien le confort. Et encore une fois, moi je défends toujours le fait que le matériel assiste le pratiquant, aide le pratiquant. Donc une carveur va être très tolérante. Elle va être voilà, elle va avoir plus d'inertie, elle va être moins nerveuse en sensation, mais au bout du compte, sur une longue distance, elle ira du point A au point B quasiment sur une même vitesse globale, mais moins nerveusement. Après, rien n'empêche d'avoir une conduite dynamique sur une carveur. Sauf que c'est une aile qui permet de se reposer un petit peu sur ses capacités à voler à basse vitesse. Une flyer, comme je l'indiquais, elle a moins de cordes. Donc, c'est une aile qui demande à s'exprimer plutôt dans les hauts régimes. Donc, c'est des ailes qui vont plutôt s'exprimer à plus haute vitesse. C'est des ailes qui sont plus droites. Donc, pour tout ce qui est appui sur le pied avant, remonter au vent, on a vraiment un appui qui est plus en avant sur le foil. Donc, c'est super intéressant pour tout ce qui est replacement, pour tout ce qui est dynamique, également au pumping. On a un bon appui sur le pied avant, on peut vraiment charger. Par contre, le petit défaut de ces ailes-là, c'est qu'à basse vitesse, elles n'ont plus assez de cordes. Et donc, il va y avoir un phénomène de décrochage. À un moment, l'aile, elle porte, et puis à un moment, elle va s'écraser parce que elles n'ont pas assez d'inertie par rapport à une aile qui aurait une corde plus importante. Donc, ce sont des ailes qui vont être beaucoup plus nerveuses, donc qui vont demander plus d'engagement dans le pilotage. Au pumping, par contre, ce sont des ailes qui sont plus dynamiques, donc l'accélération entre, on va dire, je parle à voix haute, hein, forcément, entre 10 nœuds et 18 nœuds, elle va y aller plus vite, l'aile, parce qu'elle est plus dynamique qu'une carveur. Une carveur, elle va aller à la même vitesse, mais elle va y aller plus tranquillement. Donc, c'est ça les deux grosses différences, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y en a pas une qui est vraiment plus performante que l'autre, parce qu'au final, si on fait un 500 mètres en run de vitesse, les deux iront quasiment aussi vite à quelques dixièmes de nœud près. Si on veut jouer sur la vitesse, il va falloir jouer sur des profils qui vont être plus fins pour moins traîner d'eau. Mais tout ça, ça va engendrer après une perte de portance, ça va demander plus de vent, plus de vitesse pour s'exprimer encore une fois. Donc aujourd'hui, pour un débutant, moi je conseillerais clairement de jouer la carte de la tolérance et de la polyvalence d'une carveur qui va vraiment aider, qui va vraiment tolérer, qui va vraiment supporter le rider. Et donc, dans le petit temps, par exemple, dans le petit temps, on peut très bien prendre une carveur 1500. Je pense qu'aujourd'hui, mon combo idéal, personnellement, moi, j'ai la 1500 carveur dans le petit temps. Et puis, dès que ça bastonne un peu, dès que les vagues sont plus grandes, je prends la Flyer 1000. Ce sont vraiment les deux ailes que j'utilise le plus souvent. Ok, moi pour le coup c'était hyper clair sur la présentation des différentes ailes, top. Et, pour continuer toujours sur les ailes et notamment pour comparer un peu à la pratique du wingfoil, on voit quand même un attrait de plus en plus sur le wingfoil à aller chercher de la performance, notamment de la vitesse. Quel est ton avis toi un peu justement sur les ailes un peu plus fines qui pour le coup s'inspirent vraiment de la gamme wingfoil qu'on pourrait avoir aujourd'hui? Parce que si on compare aujourd'hui une aile, notamment sur une gamme wingfoil, on a des ailes vraiment super fines par rapport à des ailes Carver Flyer un peu plus épaisses. Comment tu vois un peu les choses et le développement sur cet aspect-là? On y travaille, déjà, première chose. On a un avantage sur beaucoup de monde, c'est que nous, on travaille sur le foil depuis des années et dans plusieurs domaines. On a commencé avec le windsurf, on a rapidement enchaîné sur le subfoil, le surfoil, le wingfoil. Donc, on a beaucoup d'expérience. On a pu essayer des ailes de notre gamme wind planche à voile foil en wing pour voir ce que ça donnait. Donc, c'est une recherche qui est compliquée pour toutes les raisons que je vous ai expliquées quand je vous ai présenté les deux ailes. C'est qu'il faut trouver le bon rapport pour que l'aile elle soit efficace au départ au planning, qu'elle apporte un bon appui, une bonne stabilité et qu'elle soit capable d'accélérer. Donc, pour avoir un bon résultat, il faut jouer donc, sur tous les paramètres, donc notamment l'outline de l'aile, mais également sa corde, son épaisseur maxi et la forme du profil. Donc maintenant, je ne vais pas vous donner nos secrets. On est en pleine recherche. On a beaucoup d'espoir pour vraiment pousser le sport comme on a l'habitude de le faire vers la performance. Mais jamais on ne va oublier ce qui fait un petit peu la marque de fabrique de tous nos produits, hein, c'est qu'on a que ce soit en planche à voile, en sea lion
ou en stand-up paddle avec Nasquel, on a des produits qui restent avant tout accessibles au plus grand nombre. On ne va pas se jeter en aveugle dans de la haute performance pure et des produits que 3 extraterrestres peuvent faire marcher. Parfait, ça marche. Je vois qu'il y en a encore qui arrivent. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a une question, Olivier Soufflé. Alors, je n'ai pas tout compris. Ah, c'est bon. Et je vois que tu t'as renvoyé le message. Alors, je vais le lire à Bruno. Mais pour ceux qui arrivent sur l'onglet Converser, vous pouvez poser toutes les questions à l'écrit. Bruno, tout de suite, une question pour toi. Pour un débutant wing qui pratique assidûment le 105 avec la S740, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la gamme Wingfoil, donc un pratiquant plutôt averti sur la gamme Wingfoil, quelle combinaison d'aile wing tu conseillerais? Ça va déjà, j'ai besoin de connaître son gabarit, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir proposer la même aile à un gars qui fait 100 kg et un gars qui fait 75 kg. Donc ça va être la première chose à savoir. Donc il met 100 kg, 1m60. C'est ça, ouais. 100 kg, 1m73. Ah, c'est un beau bébé, ouais, pas mal. Là, il va falloir taper sans expérience de wing foil. Il va falloir taper dans de la surface importante au début. C'est pas parce qu'on sait faire du wing foil qu'on va pouvoir être à l'aise. C'est pas les mêmes appuis du tout. Pour la bonne et simple raison que la planche à voile, on a un gréement qui est relié à la planche et je peux vous garantir que ça apporte beaucoup plus d'appui et de stabilité. Il faut savoir qu'en wing foil, le fait que l'aile soit désolarisée du flotteur, ça fait extrêmement bizarre au début, notamment au niveau quand on est sur le bord qui n'est pas le sien, c'est-à-dire qu'on a tous un côté fort. Moi, je suis régular, hein, donc régular, c'est pied droit en arrière. Mes premiers bords en wing foil, malgré toute mon expérience en planche à voile, hein, j'ai été régulier, que ce soit bâbord, tribord en compétition dans les vagues. Ça a certainement été un avantage au début de ma pratique du wing foil, mais j'ai quand même je me suis senti un peu seul sur mes premiers bords goofy parce que je me suis rendu compte tout de suite que le mât en planche à voile, le fait qu'il soit relié, ça apportait beaucoup d'appui et de stabilité. On peut vraiment tricher. Là, on ne triche plus. C'est comme en subfoil. Je peux vous garantir que la différence entre le wing foil et le subfoil, elle est monstrueuse parce que la wing en l'air permet vraiment de s'accrocher à quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est un point d'appui important. Et ce point d'appui, il est vraiment inférieur au point d'appui qu'on peut avoir en planche à voile foil. Donc, il faut être conscient de ça. Donc, 100 kg, là, on va jouer sur de la Carver 1007 parce que par rapport à la 2000, la Carver 1007, elle va offrir plus de glisse. Et comme c'est quelqu'un qui sait déjà faire du foil, c'est clair que quand il va être sur son bon côté, il va retrouver ces sensations qu'il a déjà appréhendées, donc il va être à l'aise. Mais aller en dessous de 1007, ce serait une erreur parce que dans le petit temps, il va clairement avoir des soucis à décoller. Ok, ça marche. Olivier, si on a répondu à ta question, n'hésite pas à nous indiquer. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas non plus. J'ai une autre question. Plusieurs questions qui tombent. Alors, je débute, j'ai commandé il y a 15 jours chez FS une L-Carver 1900. Alors, 1900, la 1900 n'existe pas, c'est peut-être pas une 1900. Je ne l'ai toujours pas reçue. C'est bon à savoir. On va regarder ça dans ce cas-là. Je pèse 50 kilos. Je me demande si je n'aurais pas dû prendre une 1500. Ok, donc il a dû prendre une 1700, je suppose. Ouais, c'est ça, ouais. Elle a répondu 1700, ouais. 50 kilos, alors oui, dans l'absolu, 50 kilos, c'est vraiment pas lourd. La 1500 aurait été largement suffisante dans le petit temps. Maintenant, bon, ça n'engage que moi, hein, mais il y a une grosse différence par rapport à nos concurrents. C'est que dès le début, avec nos grandes ailes, elles ont été mal perçues à cause de ce que les gens avaient pu essayer avant avec des produits plus lourds. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Et pour eux, une grande aile supérieure à 1500, ça saturait, c'était pas agréable à naviguer. Enfin, il faut savoir que nos ailes Carver, elles sont très glissantes et dynamiques, très légères sous les pieds. Donc 1700, il va planer vraiment très tôt. Je pense que la vitesse minimum pour voler pour un gabarit de 50 kg, elle doit être proche des 4 nœuds, ce qui est que dalle. Donc, il va vraiment se faire plaisir dans le petit temps. C'est vrai que par contre, à 50 kg avec la 1700, il va saturer un petit peu tôt. Dès que le vent va passer, ça va être compliqué d'aller jusqu'à 20 nœuds de vent, quoi, ça c'est sûr.
Et Florence, juste pour la réception d'elle, je viens de t'envoyer un petit message en direct juste pour avoir ton adresse mail et savoir si ça a été acheté en ligne ou chez un revendeur, juste pour qu'on puisse traquer et je pourrais te dire exactement comme ça où on est là. Autre question, du coup, on continue. Une question de Bertrand avec Non, qui. j'ai juste coupé parce que ça lève un petit problème. Il ne faut vraiment pas hésiter quand vous choisissez un produit. Avec Antonin, on est tous les deux très actifs par rapport aux gens qui nous écrivent sur le site. Je vous conseille 1000 fois de nous écrire directement à la source plutôt que de lire les forums ou de demander conseil à des gens qui ne seront pas forcément au fait de ce qu'on fait dans notre marque. Et la meilleure solution pour avoir le meilleur renseignement, c'est de nous écrire. Je suis derrière avec Antonin, c'est général, on se concerte tous les deux pour répondre. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de meilleure réponse que la nôtre pour vous conseiller, comme on est en train de le faire ce soir sur le webinar. Voilà. Parfait. Autre question de Bertrand qui essaye, je pense, d'en savoir un peu plus sur de futurs développements. Cette troisième aile pour interrogation, un mix entre Flyer et Carver pour interrogation. Oui, c'est forcément ça se regroupe un peu parce que de toute façon, quelle que soit l'évolution de tel ou tel programme, on va toujours se servir de ce qu'on a fait avant. Euh, Maintenant, pour jouer carte sur table, on essaye plusieurs directions, on essaye des plus petites flyers, on part sur plusieurs directions. C'est important de partir sur plusieurs directions parce que si on se rend compte au bout de 6-8 mois qu'on n'a pas pris la bonne direction, mais qu'on n'a pas cherché autre chose, c'est du temps de perdu. Donc, ça fait beaucoup de boulot. Comme aujourd'hui, là, je rentrais à peine, je ne suis pas encore douché et j'ai passé une après-midi à vraiment essayer beaucoup d'ailes dans ce programme, justement. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment, on essaye tout. Donc il y a forcément du mix entre Carver et Flyer, il y a d'autres pistes. Euh, le développement est sans fin. Donc plus on pourra essayer des choses, plus on aura de l'expérience et plus on aura du résultat. Parfait, ça marche. Autre question. Hop. Alors, Xavier, on va en parler des stabs, ça va arriver. C'est juste après, justement. Je réponds juste à la question de Gwen. Quelle est la correspondance de la 1700 Carver en flyer, toujours pour un gabarit de 100 kg? Pour un gabarit de 100 kg, la 1700 Carver, celle qu'on a conseillée tout à l'heure. Alors, la correspondance de la 1700 Carver en flyer pour un gabarit de 100 kg. Bah, la Flyer, elle ne va pas plus grand que 1500. Donc, c'est la 1500 Flyer qui est du coup beaucoup plus large en span. Maintenant, mon conseil personnel, dans ce programme-là, pour des gros gabarits, il y a beaucoup d'importance à accorder à la tolérance. Et 100 kg, une Carver va vraiment supporter et permettre de voler à moindre vitesse. À moins que 100 kg, il va falloir un sacré cardio pour dynamiser dans les bas régimes, pour rester en l'air en sortie de manœuvre. Donc, mon conseil personnel, encore une fois, je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais j'ai un petit peu d'expérience, serait quand même de s'orienter sur des grandes carveurs. Ok, ça marche. Gwen, si on a répondu à la question, n'hésite pas. On continue sur quand même parler un peu des stabs, parce que je vois que les questions des filles, mais je te les poserai après sur les stabs. Aujourd'hui, bah voilà, c'est parfait, tu as vraiment tous les produits. Aujourd'hui, on voit qu'on développe, même nous en interne, de plus en plus de stabs. Comment choisir au final, en fait, entre, par exemple, si tu as une Carver 1700, comment choisir quel stab il faut derrière? Est-ce qu'il faut un petit stab, un grand stab? Est-ce qu'il y a un ratio entre la taille de ton aile avant et la taille de ton stab? Si tu peux nous expliquer un peu tout ça. Alors, il y a encore une fois, c'est la richesse du foil, c'est que c'est une richesse de paramètres et de facteurs qui vont vraiment modifier le comportement d'un foil. En gros, si on met un gros, bon, j'ai pas pris là, on a un gros stab comme celui-ci, le 440. Plus on va avoir un gros stab à l'arrière, plus on va avoir du lift, enfin, c'est-à-dire il va vraiment faire aider à démarrer. On va avoir de la stabilité latérale, parce que le stab très large, il va permettre de vraiment optimiser le vol à plat. Et donc, quelqu'un qui est plutôt gros gabarit, son comportement, c'est plutôt un petit peu de subir,
qui laisse aller le matériel, il va avoir plutôt, il va s'orienter sur un gros stab à l'arrière. Après, plus on va diminuer la taille du stab, moins on va avoir de traînée, plus on va avoir des sensations de légèreté, sensations de vitesse et surtout de la maniabilité. C'est-à-dire que comme on va avoir un stab qui va être moins large à l'arrière, le pivot, enfin le carving, il va être facilité. Donc clairement aujourd'hui, on a une gamme on a 440, 350, 310, 260, 250. Après, c'est une histoire de réglage, c'est-à-dire que plus on va descendre en stab, on peut utiliser un 260 sur une Carver 2000 par exemple. Là, on va avoir un foil très dynamique pour quelqu'un d'expérimenté qui sait piloter un foil. Mais encore une fois, cette dynamique, elle va se transformer en instabilité pour quelqu'un qui n'a pas le niveau, la finesse de pilotage. Pour compenser le manque de puissance et de largeur du stab, on va utiliser des cales. Par exemple, si j'utilise un tout petit stab avec une très grande aile avant, je vais kicker, je vais mettre une cale sous l'avant de mon stab de façon à augmenter le lift pour pallier le manque de puissance du stab. Et ce lift accroît encore plus la maniabilité. C'est comme si on desserrait un petit peu les trucks d'un skate. Hein. Le gros stab, les trucks sont serrés. Un tout petit stab, ça peut partir dans tous les sens. À la différence qu'un pro rider ou quelqu'un qui pratique depuis 2 ans, eh ben, il va jouer de ça, il va s'en servir. Donc pareil, un tout petit stab va permettre de casser la stabilité longitudinale et mettre plus de fréquence, plus de dynamisme dans le pumping, alors qu'un gros stab à l'arrière, ça va être beaucoup plus lent. Donc la fréquence de pumping va être plus lente, mais c'est plus lent, mais il y aura plus d'inertie parce qu'il y aura plus de portance. Donc, donc quand on voit les petits jeunes avec des tout petits foils qui sont à Mach 8 au pumping, eh ben, ils ont des tout petits foils, mais ils ont 3 poumons aussi, quoi. Quand on me voit moi, c'est déjà bon, les poumons ils ont un peu reçu, donc c'est un petit peu moins dynamique, mais ça marche encore. La fréquence elle est un peu plus faible. Ça marche, ok. Mais c'est pas... la comparaison avec les skates aussi hyper intéressante sur l'histoire des skates. C'est un bon point comparatif, ça. Je ne la connaissais pas, mais c'est pas mal. Question de Vincent, pour un débutant lourd, 110 kg, est-ce qu'il faut plutôt une grosse aile de foil ou une grosse aile de wing? Très bonne question. Très très bonne question. Priorité absolue, grosse aile de foil. Il y a un facteur clé pour partir au planning, c'est le poids. Si on met une 5 mètres, une bonne 5 mètres carrés, légère, puissante, on aura beau mettre 7 mètres, 8 mètres, 9 mètres, on ne démarrera jamais plus tôt. Parce que l'aile, elle va être plus encombrante, la grande aile, elle va être plus lourde. Donc au final, elle ne va pas aider à décoller plus tôt. Par contre, cette aile-là, une fois en l'air, une grande aile, elle va générer plus de puissance. Elle va prendre plus de vent en l'air, donc elle permettra à un gros gabarit d'aller plus vite. Donc, encore une fois, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Est-ce que je veux décoller vite et voler, m'amuser à basse vitesse, ou est-ce que je veux de la performance? Donc, si je veux aller vite dans très peu de vent, je peux charger en toile. Par contre, dans les transitions, ça va être encombrant, ça va être plus lourd, donc il ne faut pas se rater aux transitions dans le vent faible, parce que tout ce qui est plus lourd, ça décolle plus tard, mais ça se repose plus rapidement, par contre, parce que c'est plus lourd, donc s'il n'y a pas la vitesse pour rester en vol, ça va s'écrouler plus vite, et donc à la relance, ça va être plus lourd à bouger. Pareil, la surface d'une grande aile, les oreilles vont commencer, les extrémités vont commencer à venir au contact de l'eau plus souvent, ça va créer des équilibres. Donc attention aux idées reçues. En planche à voile, c'est pareil. Hein. En planche à voile sur foil, on décolle presque plutôt avec une 6 mètres carrés sans camber qu'avec une 10 mètres carrés à camber. C'est même officiel. Quoi. J'avais fait un essai une fois. On décollait plutôt avec la 5.5 Sea Lion Sail qu'avec une 8.6 à camber. Par contre, après, une fois que c'était en l'air, la 8.6 à camber, elle prenait du vent apparent et puis tu voles à 23 nœuds, alors qu'avec la voile Sea Lion, tu volais à 16-17 nœuds. Donc la différence, elle est là. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on recherche. Est-ce que je veux faire des runs de vitesse, la performance absolue, ou est-ce que je veux du matériel évolutif, confortable, manœuvrant?
Ok, bah, en fait, il y a une question de Thomas qui reboucle exactement avec ce que tu viens de dire. Pour vous, un quiver est plutôt plusieurs tailles de wing ou une wing et une panoplie d'ailes plus stable. Est-ce qu'on peut comparer ça à un quiver de windsurf? Bah, aujourd'hui, la tendance, c'est d'avoir deux ailes de wing. Je pense que c'est compliqué de faire qu'avec une, mais je pense qu'avec deux ailes, on s'en sort. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je vois. Moi, je suis assez pour la simplicité du matériel, hein. J'essaye d'avoir le moins de matériel possible parce que j'en ai déjà beaucoup trop à cause de tout le développement. Mais dès que je peux aérer un peu le garage, donc, euh, deux ailes de wing, c'est voilà, je pense que 5 mètres, ça va dépendre des régions aussi, hein. En Méditerranée, ils ont beaucoup plus de vent que chez nous en Bretagne. Ça dépend de ce qu'on veut faire, dans quelles conditions on veut naviguer. Donc, je pense que deux ailes de wing pour un pratiquant assidu, c'est le minimum. Et c'est très bien. Donc, une 5 mètres va être complétée avec la 3 mètres ou prochainement une 3-4, là, sur les produits sur lesquels on bosse. J'aurais peut-être pas dû le dire, mais bon, c'est pas pour tout de suite, mais bon, voilà. Mais, et comme un gars un gars de léger qui a une 4 mètres en plus grande toile, il prendra la 3 mètres, c'est sûr. Ok, Et pour conclure la question, sur le foil, comme je l'ai dit en début de discussion, donc forcément j'ai toutes les ailes de la gamme parce que c'est mon boulot de tester ça. Maintenant, si je devais prendre un quiver aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure, la 1500 Carver pour le petit temps et la Flyer 1000 pour les hauts régimes. ça marche. Pour continuer, toujours sur le foil et sur la dernière partie au niveau du mât, aujourd'hui on voit différentes tailles de mât. Je prends vraiment le parallèle par rapport à nous, à notre gamme, on a 72, 82 et 92. Qu'est-ce que tu conseilles? Comment choisir au final entre un 72, 82 ou 92? Si tu peux nous donner quelques conseils là-dessus. Moi, je pense on peut affirmer sans problème que celui du milieu, le 82, c'est le parfait combo parce que c'est intermédiaire. Donc, si je vais dans les extrémités, un 92, bah, ça va être bien dans la mer formée, ça va être bien à haute vitesse comme en planche à voile parce que ça permet de retarder le moment où la planche va toucher l'eau ou le moment où le foil va sortir de l'eau. C'est-à-dire que plus on a ça fait un peu amortisseur ce mât, hein, la longueur de mât, hein. Euh, mais le souci, c'est quand on fait, moi je fais 1,86 m, bah déjà avec 1,92 m, il faut que je me mette à l'eau jusqu'à la taille. Partir, c'est toujours plus facile que de revenir. Donc voilà, 92, ça peut être grand dans certains plans d'eau. Comme 72, ça peut être court parce que justement, cette marge entre le moment où l'aile va sortir est très réduite. Mais c'est indispensable sur quelqu'un qui va jouer dans les vagues. Eh ben, les vagues, à un moment, ça finit où il n'y a pas d'eau, quoi. Donc, mine de rien, c'est 10 centimètres entre un 72 et un 82. Ah ben, c'est 10 centimètres de gagné avant de se taper le banc de sable. Donc, ou des cailloux. Donc, c'est voilà, bien cibler son spot. Encore une fois, quelqu'un qui n'a aucune envie de performance absolue, qui ne fait pas de compète, bah voilà, moi j'ai le 82, je fais tout avec, c'est le bon compromis pour tout faire. Ok, ça marche. Une question de Dominique sur le foil, toujours. Après, on passera à la discussion autour des wings. Peut-on envisager un foil unique pour le wing foil strapless, voile sans camber de 7 mètres max, plancher étroit de 72 cm et wing foil? Bah, je vais dire, c'est ce qu'on fait depuis plus de 10 ans maintenant avec la Sea Lion, quoi. Donc c'est le foil, c'était la FS Surf avant, maintenant c'est l'Alpha, c'est un foil qui permet de tout faire, du wind, du planche à voile. Je vais dire planche à voile parce qu'à chaque fois on dit wind, mais on ne sait pas si j'ai dit wing ou wind. Bon bref, planche à voile foil, wing foil, surf foil, subfoil, l'alpha fait tout. Maintenant, là où il faut être conscient, c'est que ces foils-là demandent une position plus avancée sur les flotteurs, comme le Sea Lion. Les boîtiers sont avancés. Si on met un alpha sur un flotteur avec une position de boîtier à 9 cm de l'arrière, comme une topaz, ou le foil va être extrêmement pierrière. Il n'est pas étudié pour voler sur une planche à voile classique. Ce qu'on voit aujourd'hui chez nos concurrents, on voit de plus en plus des boîtiers Tuttle à l'arrière et des WS plus avancés. Donc il existe des flotteurs comme ça sur le marché. Voilà, comme je l'ai dit, nous on a la Sea Lion depuis la planche à tout faire. Chez nous, c'est la Sea Lion.
non, qui est là. Et on fait ça, c'est inversé en fait l'écran, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc qui est là. Ouais. Et avec ça, on fait tout depuis 2009 maintenant. Donc c'est un produit abouti. Le foil fonctionne très bien, quelles que soient les disciplines. D'ailleurs, demain, je crois qu'on se fait un petit shooting. Shooting On a Sea. belles images de tout ça. C'est ça. Mais pour continuer sur Sea Lion, juste une question de Justine qui doit être au courant de l'actualité Sea Lion, mais où en est le Sea Lion strappé? Ah, 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 ah. Eh ben, comme j'ai expliqué l'autre jour sur le webinar à HD, il n'y a qu'un proto qui a été fait à ce jour. Et on a pris une année de retard à cause de la situation Covid. Et bon, je ne vais pas expliquer tout ce qui se passe, hein, mais ça a été très compliqué pour nous. Il a fallu qu'on se réorganise. Donc, on va relancer là ce projet. C'est un projet qui est compliqué parce que le Sea Lion, donc l'idée c'est de déborder sur un programme, c'est de déborder hors programme justement. Le Sea Lion c'est strapless, c'était une planche 0,15 nœuds pour les basses vitesses. Donc l'idée derrière ce projet Sea Lion strappé, c'est d'aller manger dans le programme pure vague qu'on peut connaître avec des planches, chez nous c'est la HD Expression, mais en gardant les avantages du Sea Lion, la Touch Sea Lion. Donc c'est compliqué. Clairement, c'est un nouveau programme, c'est un nouveau produit innovant. Ça ne se claque pas comme ça, sinon ce serait beaucoup trop facile et tout le monde le ferait. Donc il va falloir être patient. Je suis le premier impatient parce que le peu que j'ai ressenti avec ce premier proto, malgré le fait qu'il ne soit pas abouti, c'est pour ça qu'on ne le met pas en production, ça donne juste envie de continuer. Et puis ben voilà, avec le wing foil en plus qui arrive là-dessus, donc avoir un flotteur Sea Lion capable de tout faire et encore plus de tout faire que ce qu'il nous faisait déjà, c'est super excitant et je suis le premier impatient. Donc vous pouvez compter sur moi pour que ça aille le plus vite possible. Top. Une question de Bertrand pour conclure sur les foils. Du coup, dernière question, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Le fuselage, un compromis sur la longueur du fuselage, point d'interrogation. Quelle est la longueur sur les foils de wing AFS? Plutôt longue, stabilité et cap, ou plutôt court, maniabilité? Ah, il touche un point à la fois. Je ne vais pas mentir, on bosse sur une évolution. C'est clair que la longueur du fuselage AFS est plutôt dans la norme longue par rapport à la concurrence, ce qui apporte beaucoup de stabilité et ce qui apporte sa grande plage d'utilisation. C'est pour ça qu'on a un foil quand même qui est super accessible et très efficace, quelles que soient les conditions, les vagues, le programme. On travaille sur une version plus courte, voilà, j'ai pas peur de le dire, qui sera, je pense, on peut espérer cette V2 pour un petit peu avant l'été, j'espère. Top, ça Donc marche. plus court, ça apporte de la maniabilité. Encore une fois, c'est du compromis, donc faut pas oublier que tout ce qu'on va gagner, on va le perdre quelque part, hein. Donc l'idée du développement, c'est de gagner le maximum et de perdre le moins possible. Donc forcément, un fuselage plus court sur l'alpha va apporter plus de nervosité, plus de dynamisme. Donc on va essayer de faire en sorte, par des réglages, par des positionnements, de garder la tolérance qui est vraiment la force de l'alpha. Ça marche. Ce que je te propose, c'est de parler un peu des wings, peut-être. Parce qu'on a bien balayé, je pense, le tour du foil. Aujourd'hui, on le voit, hein, de plus en plus de marques vont vers les wings. On voit des formes différentes. On voit des wings avec des fenêtres transparentes, ce qu'on ne fait pas du tout pour le coup sur notre Wilf. Est-ce que tu peux nous en dire plus, peut-être déjà un peu dans un premier temps sur les designs, sur les différents designs qu'on peut trouver, ton avis sur ce qui se fait, avantages, inconvénients, enfin, comme d'habitude. Les designs, on va se retrouver un petit peu dans la même configuration que pour les ailes de foil, c'est-à-dire que une wing élancée va être plus stable, alors une aile compacte avec beaucoup de flèches, elle va être beaucoup plus maniable. Maintenant, on connaît les défauts, les avantages. Une aile est lancée, dès qu'on arrive, la première génération de wing
C'était des ailes plutôt élancées par rapport à ce qui se fait maintenant, mais une 5 mètres, il y a un an, ça venait vraiment au contact de l'eau, ça débordait vraiment de la planche quand on volait. C'est pour ça que toutes les marques se sont orientées vers des formes un peu plus compactes. Le sport est jeune, le sport est nouveau. Euh, donc, ça évolue beaucoup parce que, ben voilà, on est tous en train d'apprendre beaucoup de choses. La pratique évolue, notre pratique personnelle évolue aussi, on progresse. Maintenant, toujours pareil, l'idée, c'est de ne pas oublier qu'il y a toujours des entrants. Donc, il ne faut pas faire du matériel uniquement pour les gens qui progressent. Il faut toujours essayer. C'est notre politique, hein, encore une fois, dans toutes nos marques, c'est toujours d'élargir au maximum le spectre de nos produits, de les rendre toujours plus performants, mais toujours aussi tolérants pour monsieur tout le monde. Donc, voilà, donc après, je pense que j'ai tout résumé, hein. Une aile très courbe, très restreinte, elle va être très maniable, très guidonnante. C'est pas péjoratif, hein. Je veux pas dire que c'est négatif. Et une aile qui va avoir un allongement plus important va être plus stable, moins joueuse dans la vague, plus posée pour naviguer tranquillement dans le petit temps, par exemple. Ok. Et sur l'aspect fenêtre transparente, aujourd'hui, on voit quelques marques qui font des wings avec des fenêtres transparentes. Ton avis dessus? Mon avis personnel, hein, j'ai beaucoup essayé de produits avant qu'on fasse notre propre marque. Les fenêtres transparentes, je pense que beaucoup sur le webinaire soir seront témoins que c'est un souci de qualité, le PVC aujourd'hui. Je me trompe peut-être, mais pour moi, n'est plus de la même qualité que le PVC qui pouvait exister dans les voiles de planche à voile il y a 10 ans de ça. Euh, les plis, ça a du mal à vieillir, notamment sur les changements de température. Ce PVC, il a tendance à craquer, euh, pas comme du monofilm, mais il y a un pli qui blanchit dans ces fenêtres-là, et à un moment, ça s'ouvre. Donc, moi, j'ai eu le problème sur des produits que j'avais achetés. J'ai vu, on parle entre nous, je sais que c'est un problème qui est récurrent. Et donc, c'est pourquoi nous avons décidé de ne pas mettre de fenêtre aujourd'hui dans les AFS, parce qu'on ne voulait pas avoir de problème là-dessus. Voilà, donc je vais faire hurler la concurrence parce qu'ils vont dire qu'eux, ils n'ont pas de problème et tout. Nous, ce qu'on a essayé, ça n'a pas marché, donc nous avons pris la décision de fuir ce problème en attendant de trouver quelque chose d'efficace. Maintenant, une fenêtre, c'est vrai que c'est clairement un avantage d'un point de vue visibilité, sécurité. Aujourd'hui, il y a quand même un paquet de wings sans fenêtre. C'est un style de navigation. Il faut s'habituer à lever son aile, regarder avant de tourner. Il n'y a pas eu, vous avez pu voir sur la vidéo, je navigue près d'une tourelle, près des cailloux. J'ai jamais fini dessus encore sans fenêtre, donc c'est que ça marche pas trop mal. Ça marche. T'en as parlé un petit peu au final, mais je pense que ça peut être pas mal de refaire un brief dessus sur le choix de la taille de la wing. Enfin, tu l'as dit, c'était principalement la taille du foil, mais aujourd'hui, quelqu'un qui débute, comment choisir quand même sa taille de wing? Ouais, alors moi je vais encore une fois, hein, les conseils qu'on peut donner ce soir, c'est notre vision. Elle peut ne pas être partagée par d'autres. Elle peut ne pas être partagée par d'autres. Euh, Mon conseil, c'est qu'une aile plus grande, je pense que 5 mètres carrés, je trouve que c'est un avantage certain pour un débutant parce que, pour les raisons que j'expliquais juste avant, c'est qu'elle va être plus posée qu'une 4 mètres carrés ou qu'une 3 mètres carrés. Franchement, c'est un petit cerf-volant très dynamique. Encore une fois, la dynamique, c'est valable pour les expérimentés, mais c'est de l'instabilité pour les inexpérimentés. La 5 mètres, elle offre un vrai appui. Elle offre un petit poids supérieur une fois qu'elle se gonfle avec le vent, qui permet de vraiment stabiliser la navigation déjà en archimédien. En archimédien, c'est avant de voler. Toute la phase de décollage, eh ben, cette 5 mètres, je trouve qu'elle voilà, elle pose les choses, elle permet de se concentrer sur ses appuis. Une 4 mètres, il va lui falloir plus de vent, mine de rien. Donc déjà, quand on apprend avec plus de vent, le plan d'eau, il est un petit peu plus agité. Donc, ce qu'on va lire ou ce qu'on va entendre, c'est ouais, il faut une grosse planche, on en parlera après, mais une grosse planche, c'est trop encombrant au pumping, donc il faut prendre des petites planches. Ouais, une petite aile, c'est plus dynamique, c'est plus léger. Oui, mais pas pour commencer. C'est mon point de vue.
Donc, il vaut mieux avoir du volume en planche au début pour bien flotter, être en sécurité, être sur un bon appui, glisser en archimédien, décoller avec beaucoup de sérénité. Et pour la wing, c'est pareil, avoir un bon appui qui apporte de l'équilibre. La 5 mètres, clairement, par rapport à une 4 mètres, elle apporte beaucoup plus d'équilibre parce qu'on peut vraiment se soutenir à cette 5 mètres. Ok, ça marche, top. Je pense qu'on va passer un peu aux questions sur les planches. Toujours, hein, n'hésitez pas en onglet. Ah bah, il y a une question qui est tombée, mais qui est sur onglet conversé. N'hésitez pas à poser des questions. Tout de suite, une question de Vincent. Quelle est la bonne force de vent pour débuter du coup en wingfoil? Très bonne question, et c'est valable aussi bien en wingfoil qu'en wingfoil, c'est que on voit la course à celui qui va décoller le plus tôt. Donc moi le premier, euh, ben voilà, je décolle à 6 nœuds, super. Ça c'est la médaille quand c'est la médaille quand on sait en faire et qu'on va atteindre le top. Un débutant, il ne faut pas penser qu'il va acheter le même matos que moi par exemple et qu'il va décoller à 6 nœuds. C'est entièrement faux. Le bon créneau pour débuter, c'est 12-15 nœuds. 12-15 nœuds avec une 5 mètres. Le vent est stable, le plan d'eau n'est pas trop agité. Donc, encore une fois, il faut être serein, il faut mettre les bonnes conditions pour avoir le meilleur résultat possible. Mais après, une fois que 12-15 nœuds, ça permet vraiment d'avoir glissé, sustenté par l'aile, ça décolle, on va dire, quasiment tout seul, si on a le bon matériel. D'accord. Après, ben, plus on va pratiquer, et puis plus ça va être 10 nœuds, 9 nœuds, et puis après on va commencer à pomper, à savoir pomper sur le foil, savoir pomper sur le foil, savoir pomper avec l'aile. C'est vraiment deux techniques différentes et qui sont complètement dissociées. Donc déjà, il va falloir apprendre à se couper en deux, à se concentrer que sur le haut et à se concentrer que sur le bas en même temps. Donc les deux cerveaux là. Et tout ça, c'est de l'expérience. Il faut pas penser, parce qu'après, on pourrait être vite déçu de croire que parce que j'ai acheté ce matos-là, je vais. Le pumping, c'est une technique qui est très compliquée. Donc, c'est pas parce qu'on achète du matériel, c'est même une erreur d'acheter du matériel trop petit, parce que soi-disant c'est mieux pour pomper. C'est une grosse erreur à faire quand on apprend de prendre du matériel trop petit. Et bah, une petite question justement sur le choix du matériel d'Alex. Sur le pack Wingfoil, combo idéal débutant pour 1,86 m, 88 kg pour une navigation en Aquitaine. Bah, comme tout à l'heure, c'est un peu le même profil. Donc, moi, je mettrais une 5 mètres Wilf avec une carver en Aquitaine. Ouais, c'est sur le lac surtout, ou lac océan, ou les deux. Lac, Lac. lac. Bah, donc, Flyer 1500 si on succombe au charme du high ratio aspect, un petit peu la mode, mais ça va demander une conduite plus dynamique, donc plus d'engagement, plus de technique à avoir. Mais moi, je vais continuer de conseiller la Carver 1700 pour 88 kg, c'est largement suffisant, avec une bonne planche au-dessus pour compenser justement 88 kg, 5 mètres, donc un peu de volume. De façon à bien glisser, avoir une bonne portance, de façon à décoller sur des appuis bien sains. Ça me permet du coup de continuer sur comme tu dis, sur la bonne planche. Aujourd'hui, sur les planches, on en voit de tout type, hein. On en voit des planches qui sont un peu, qui permettent de faire plusieurs supports, bah, notamment la fly que tu as derrière toi qui permet de faire du sup et du wing. Comment choisir en fait, même en termes de shape, en termes de design, il y a des shapes qui sont complètement différents. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur simple concave, double concave ou un plat total sur la fly? Quels sont les avantages et les inconvénients un peu de ces shapes-là? Ouais, déjà on peut parler de longueur. J'ai fait exprès Ouais. de mettre Donc, la 5.3 Fly, qui est notre plus petite planche aujourd'hui de la gamme en wing, et la Sea Lion Wings qui est là. Longueur de shape. La longueur va assagir le foil, c'est-à-dire que ça fait un bras de levier plus important, donc ça va un petit peu calmer les ardeurs du foil, donc ça va aider au niveau de la stabilité. Une planche plus longue va mieux glisser en archimédien qu'une planche courte. Donc c'est comme une assistance au décollage. Donc il est plus facile, il est très facile, enfin, il est très facile de débuter sur une Sea Lion Wings
parce que la planche, elle propose une inertie et une stabilité au départ qui permet de… On ne se rend même pas compte qu'on a déjà la bonne vitesse et ça décolle quasiment tout seul. Sur une planche courte, eh ben, le manque de portance, le manque de glisse, il faut le compenser par du vent un peu plus fort et une puissance d'aile supérieure pour générer une puissance assez importante pour pouvoir décoller quasiment en on-off. Sur une planche très courte, la glisse archimédienne, ça va pousser de l'eau parce qu'elle n'a pas la capacité à glisser comme peut avoir une planche plus longue. Donc, il faut être capable d'avoir de la puissance nécessaire pour tout de suite s'élever sur le foil et décoller. Donc, c'est un facteur super important. Donc, le volume aussi, hein, plus elle est volumineuse, la planche, plus elle va flotter, plus elle va aider à décoller. Donc, le truc qu'on entend toujours et qui a apporté beaucoup de tort, qui a mis beaucoup de gens en échec, c'est ouais, mais un Sea Lion, c'est super encombrant en l'air au pumping. Mais encore une fois, avant de parler pumping, on va déjà piloter un foil, voler sur le foil. Et ce n'est pas parce qu'on voit des images de gars avec des tout petits matos pompés que c'est comme ça qu'il faut voir sa discipline. Donc, encore une fois, il faut vraiment faire le point sur ses ambitions. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux naviguer en compète ou est-ce que je veux naviguer tranquille? Est-ce que je veux du matériel qui m'aide à voler le plus longtemps possible avec le moindre effort? Ou est-ce que je veux une conduite plus sportive? Tout ça, c'est au niveau du choix du matériel, c'est super important. Par exemple, c'est pareil, pour rebondir sur les histoires de taille et de volume, si on a une toute petite planche en subfoil, là où il n'y a pas d'assistance au démarrage, c'est la vague qui va choisir. Avec une planche courte, on est obligé de partir dans le creux de la vague, sinon jamais on décolle. Alors qu'une Sea Lion, pour citer la Sea Lion, hein, mais ça peut être la Nasquel Fly 6.2, qui est plus longue que elle part beaucoup plus facilement sur une onde que la 5.3 avec laquelle je vais devoir attendre qu'il y ait un bon radar pour me pousser, quoi. Donc tout ça, c'est vraiment important au début de bien choisir en fonction de ce qu'on est capable de faire. Et il y a ce qu'on rêve de faire, ce qu'on est capable de faire. Il faut trouver le bon produit pour partir de là et arriver là où on veut aller, quoi. Ok, je reviens juste, on reviendra sur les planches. C'est une question que je n'avais pas vue sur la wing. Désolé Simone, je n'avais pas vu la question. La pression est-elle proportionnelle, la pression donc, de la wing est-elle proportionnelle à la vitesse du vent? Non. Alors, la pression de la wing, ça tombe bien parce qu'on a fait beaucoup de travail là-dessus ces derniers temps avec le designer. Là, on a essayé de voir un peu jusqu'où on pouvait exagérer dans les deux sens, en fait. Parce que on se rend compte qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de manomètre sur leur pompe. Moi, je me sers du manomètre au grade près. C'est super important pour avoir le meilleur rendement d'une voile. Une voile qui est sous-gonflée, clairement, c'est une pénalité. La voile se tord. Plus le gabarit est lourd, plus le foil est lourd ou petit, plus l'aile va encaisser du vent sans que ça glisse et va se déformer. On peut vraiment foirer sa session si on ne gonfle pas assez son aile. Une aile surgonflée, donc c'est pareil. Là, l'aile, bon, elle peut exploser, on va pas se mentir. Une aile gonflée à 10, il y a de fortes chances qu'elle pète. Une aile gonflée à 9, 8,5, 9, c'est beaucoup trop. Donc l'aile ne respire plus. On a un truc très raide dans les mains, mais elle ne travaille plus du tout comme. C'est un peu comme une voile de planche qu'on aurait trop étarquée. Donc à un moment, il faut trouver le bon compromis. Et donc il y a un bon ratio. Nous, on a préconisé 6 sur nos ailes. Donc 6, c'est la version confort, vraiment confort. Donc c'est vrai que dans beaucoup de vent, l'aile qui se tord un peu, elle va ouvrir un peu plus. Donc ça va apporter du confort. Maintenant, gonfler à 7, c'est une très bonne valeur, gage de performance, de confort, de stabilité. Donc voilà, 6-7, c'est très bien. Ok, ça marche. Après, ça dépend, c'est valable pour nous. Hein, Ouais. Allez pas appliquer ça sur des ailes de la concurrence parce que chaque design demande une valeur propre en fonction de l'épaisseur des boudins, de tout ça. Les valeurs que je vous donne, on est bien d'accord, ce sont pour nos produits AFS Wilf. Hein. Ouais, de façon générale, il me semble que c'est marqué justement sur la wing à quelle unité en fait il faut gonfler la wing, quoi. Ouais.
Parfait, on va revenir sur les planches. Donc, tu as parlé de largeur, tu as parlé de longueur. D'un point de vue shape, on avait parlé un peu la dernière fois au webinaire sur AHD, mais si tu peux nous refaire un brief un peu sur simple concave, double concave, planche plate, Ouais. les différents avantages et inconvénients. Alors, on va différencier. Il y a la pratique archimédienne qui est indispensable hein, quand on est collé à l'eau. Voilà, une planche, elle démarre, elle est posée sur l'eau. En termes de shape, le meilleur appui, c'est du plat. Donc, quelque chose qui est plat au contact de l'eau, c'est ce qui va transmettre tout de suite le meilleur appui. Donc, le plat, on va dire, c'est ce qu'il y a de mieux pour démarrer. Maintenant, le plat, quand ça va glisser, le plat, bah, il va accrocher l'eau. Donc, c'est pour ça que plus une planche glisse et va vite, plus on travaille des concaves. Un simple concave, il va. C'est marrant parce qu'on a fait l'explication l'autre jour, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est bien de revenir. Ah, bah, oui, Un simple concave, il va poser la planche, comme sur un catamaran en gros, hein, parce que bah, du coup, c'est les deux rails qui sont posés, le concave qui absorbe ici. Donc un concave va stabiliser énormément le flotteur à l'arrêt et dans sa glisse. Et donc le concave, on peut bien penser que sur les rails ici, on a une valeur de scoop courbe, et ce concave ici, il retend le scoop en son milieu. Donc l'eau accélère sur le concave. Un gros concave, c'est super stable. Par contre, en sensation, c'est très aseptisant parce que ça amortit, ça colle un peu à l'eau. Donc, on travaille sur des doubles concaves. Les doubles concaves, ben, ça retend le scoop sur deux lignes différentes. Donc, ça lui met de la longitudinale. Voilà, ça fait vraiment accélérer le flotteur. Donc, sur nos fly, c'est très bien parce que là, avec les deux planches, on a deux trucs complètement différents. Sur les fly, décidément, j'ai du mal avec gauche-droite là. Sur les fly, on a fait. Nos carènes peuvent paraître simples, mais encore une fois, ça va être un leurre. C'est pas parce que les planches sont extrêmement creusées qu'elles sont le plus travaillées. Moi, j'appellerais ça presque grossier quand c'est trop creusé. Ce que j'aime ici dans nos chefs, c'est que moi, je vais appeler ça, c'est savamment dosé. C'est très léger, mais c'est là où il faut pour que ce soit optimal pour la glisse. Donc, on est plat sur l'arrière au niveau du foil pour décoller. Et sur l'avant, on a un double concave. D'accord. Donc en fait, la planche, on lui demande uniquement de décoller. Et une fois qu'elle est en l'air, si jamais ça retouche, on a un double concave devant qui va faire accélérer la planche pour pas qu'elle colle à l'eau. Donc ça va, non seulement ça va pas taper violemment, elle va être très douce, mais elle va tout de suite glisser et repartir. Sur un flotteur comme la Sea Lion, donc là, ici, on a un flotteur de sup, on a un flotteur de planche à voile. Donc on a mis du concave sur le tail. Sur la partie des pieds, on a un énorme concave sur la wings. Et parce que ce concave, justement, il vient poser le flotteur, il apporte beaucoup de stabilité pour une pratique plus ludique, plus simple qu'on connaît avec le Sea Lion. On n'a pas du tout la même. C'est clair que dans une pratique wing foil, un Sea Lion va être beaucoup plus ludique, convivial, à la cool, un petit peu le longboard du wing foil. Et une fly va être beaucoup plus dynamique, orientée plus sport. Ok, ça marche. Bon, bah, top sur le shape. Pour moi, c'est clair. Parce que là, même si on en a parlé, mais tu as encore expliqué d'une autre façon différente. C'est hyper intéressant d'avoir à chaque fois les d'autres versions au webinaire. Donc, Est-ce que je dis la même chose à chaque fois ou pas? je dis la même chose à chaque fois, juste d'une façon différente. Donc c'est top. Une autre question de Bertrand sur la position du foil dans le rail en arrière pour de la maîtrise et le vent fort, en avant pour du vent plus faible et plus d'appui pied arrière. Point d'interrogation. Non, ce serait. Alors, ça va être plus une histoire de gabarit, c'est-à-dire que plus un foil va accélérer, et plus pour le contrôler, on a besoin de s'avancer. Donc, ça va dépendre dans quelles conditions on l'utilise déjà. Donc, dans le vent fort, on va avoir tendance à reculer son. Dans le vent fort, c'est une erreur. Dans les vitesses élevées, donc forcément le vent fort, mais ça peut être des vagues plus grosses aussi, on va avoir tendance à le mettre plus en arrière que si on est à bas régime et qu'on a besoin de portance. Plus on va avancer le foil, plus on va avoir de la portance. Donc ça va jouer aussi sur le gabarit. Un gabarit plus lourd, il va avoir besoin de plus de portance à foil égal qu'un gabarit léger. Donc un gabarit plus lourd va mettre son foil plus à l'avant. Donc après, normalement, il y a
un bon réglage. Quand on maîtrise son foil, on a sa position sweet spot, hein, comme on dit. Moi, j'ai mon sweet spot, quelles que soient les conditions, je le mets là, quoi. Ok, ça marche. Bertrand, si on a répondu à la question, si tu as besoin de précision, n'hésite pas. Pour terminer, je vois que ça fait déjà 1 heure. Pour terminer, juste sur les planches, peut-être, donc on a parlé de longueur, de design, volume. Est-ce que tu as un ratio un peu à conseiller? Je ne sais pas, je suis quelqu'un de 70 kilos, comment il peut savoir quel volume de planche en wingfoil il lui faudrait? Alors, il y a pas deux écoles, mais personnellement, je suis quelqu'un qui accorde beaucoup, vous l'avez compris hein, depuis tout à l'heure, beaucoup d'importance à la tolérance et au fait que le matériel, il assiste. Donc aujourd'hui, pour donner un titre d'exemple, donc là, j'ai la Fly 5.3. Aujourd'hui, j'avais beaucoup d'essais à faire, les conditions étaient un petit peu compliquées au bord, donc j'ai pris la 5.10 pour avoir plus de volume, plus de stabilité, parce que je savais que j'allais faire une longue session. Donc, j'ai pris un flotteur qui allait vraiment m'aider, parce qu'encore une fois, si on prend un flotteur trop petit, c'est plus fatigant, c'est plus instable, ça peut couler. Donc, alors oui, après, en l'air, dans les manœuvres, c'est moins encombrant, mais c'est une approche différente de la discipline. Donc, encore une fois, bien définir ce qu'on veut entre la performance et le plaisir simple. Donc, moi, je fais 75 kilos, 100 litres. Moi, je suis très content avec des planches de 100 litres. Ça fait rigoler beaucoup de monde parmi les pros, mais je l'assume entièrement. Ça marche. Bah, top. Je pense qu'on arrive à peu près à avoir fait le tour entre planche, wingfoil. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions parmi vous, toujours hein, dans l'onglet converser pour ceux qui n'avaient pas encore vu ou qui n'avaient pas encore eu le temps de poser des questions. N'hésitez pas. Je crois qu'on a des remerciements. Avec plaisir. On continuera. Ce webinaire devait être sur la construction foil à la base, mais vu l'implication et on a vu le mouvement qu'il y a eu dans la wingfoil, on s'est dit on va faire un webinaire sur vraiment orienté wingfoil, comment débuter. Donc n'hésitez pas, on est à dispo. Bruno l'a dit, hein, si vous avez des questions sur le matériel, sur le choix du matériel, on est dispo par mail. Il y a un chat aussi sur le site web pour nous contacter. Il ne faut vraiment pas hésiter. Je vous souhaite à tous une dernière question. Deux dernières questions. Bertrand, alors, une question de Bertrand, ça a été trop vite. J'ai une 410 x 27 de Corben avec 85 litres pour mes 70 kg. La Fly en 5.3 me permettra de mieux glisser avant de monter sur le foil. Point d'interrogation. La mienne pousse trop d'eau dans le vent léger. Ben voilà, définitivement, sans problème. Bon, ben voilà, au moins la réponse est Mais voilà, rapide. mais c'est marrant, c'est que voilà, des exemples comme ça, j'en vois toutes les semaines sur les spots. Et c'est encore une fois, je vais vraiment c'est un conseil, hein, je ne veux pas me placer en tant que gourou ou quoi que ce soit, mais c'est trop dommage de voir des gens déçus parce que ils ont lu que du gros matos, c'était trop encombrant en l'air. Encore une fois, hein, moi je fais 75 kilos, je navigue en 100 litres. Ah, franchement, ça passe quoi. C'est tellement plus simple, tellement moins fatigant. Et d'un point de vue sécurité, si le vent tombe, ça permet de rentrer sereinement. Ça a que des avantages. Et l'encombrement en l'air, bah ouais, il est infime par rapport à tout ce qu'on peut perdre en accessibilité et en tolérance à côté. Donc, alors après, c'est très à la mode d'avoir du matériel hyper pointu. On a connu ça avec la planche à voile, avec les planches qui coulaient. Moi, le premier, hein, j'ai eu des planches de vagues de 52 cm qui faisaient 60 litres à une époque. Aujourd'hui, je me dis c'était une aberration, mais ça fait bien, ça fait plus technique, ça fait plus fort, mais c'est le plaisir avant tout. Le plaisir avant tout. Exactement. Juste sur les questions, Vincent, sur l'indisponibilité du site Sea Lion, c'est normal, on est en train de faire une migration aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de terminer avant le webinaire, mais on fait un tout nouveau site web, vous verrez, avec une identité pour chaque marque. Ça devrait être dispo. Je vais essayer de terminer ce soir après le webinaire, sinon ça sera dispo ou cette nuit, mais sinon ça sera dispo, je pense, à partir de demain. Donc, vous pourrez aller faire un tour et vous verrez le nouveau site web. On est
j'espère qu'il vous plaira. Sur la disponibilité des packs, je continue sur les questions. Les packs, alors en fait, foil et planches sont disponibles. Les wings, on reçoit en fait une deuxième, parce que la première série qu'on a eue, elles ont toutes été vendues. On reçoit une deuxième série fin mars. Donc en fait, s'il y a des commandes de pack wing foil, on livrera le foil et la planche globalement sous une semaine. Et dès la réception des wings, vous aurez la wing qui suit. Justine, je continue, je vais assez vite. Justine, pour la question, c'est pour toi, Bruno. Le Sea Lion strappé sera-t-il aussi performant dans le petit temps? Point d'interrogation. Oui, mais avec ce que j'expliquais tout à l'heure, on va aller jouer dans des volumes inférieurs, des largeurs inférieures. Donc, pour quelqu'un de bon, oui, il sera même encore plus performant. Pour quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui sait se débrouiller avec moins de volume. Parce que donc il est prévu qu'elle fasse 95 litres la première. 95 litres, ça commence à être technique pour monsieur tout le monde de tenir debout dessus dans la pétole. Moi, j'y arrive parce que j'ai beaucoup d'expérience. Après, sans que vous avez vu les images, les quelques images qu'on a pu publier, ça grimpe en niveau performance. On est en train de jouer dans une autre cour, quoi. Là, on rentre dans l'ère des aériales, des 3-6 dans la vague. On joue dans la vraie planche de vague. Donc forcément, on va perdre en accessibilité. Donc dans le tout petit temps, c'est clairement une histoire d'accessibilité. Donc je mentirais de dire que ça va être exactement pareil. Ça va être plus technique, mais ça reste du Sea Lion, donc ce sera plus technique, mais l'idée d'être plus performant, d'offrir quelque chose de vraiment radical pour déchirer dans le petit temps. J'espère que je réponds à la question. Justine, si on répond à la question, n'hésite pas. S'il y a besoin, n'hésite pas à nous envoyer un petit mail au besoin. Grosse Sea Lion pour les lourds, on a la Wings 9 pieds qui arrive d'ailleurs demain, je crois. Les premiers arrivages de Wings 9 pieds, tu me confirmes, c'est bien ça, je crois, j'ai vu sur la liste de colisage. Ouais, tout à fait, il y a les Wings en 9 pieds, ouais. Donc elle existe déjà en classique, elle faisait 150 litres. Donc le Sea Lion est accessible depuis toujours au gros gabarit, hein, ça existe depuis toujours. Maintenant, la Wings, toute nouvelle, elle arrive demain, officiellement. C'est ça. On n'a pas encore communiqué dessus, mais ça va arriver. Voilà, je communique. Voilà, Voilà, j'ai fait mon faveur ce soir. Parfait. Un grand merci, Bruno. Merci à tous pour votre participation. C'était hyper intéressant. C'est dans les deux sens. Vous nous dites que c'est intéressant, mais c'est aussi intéressant pour nous de pouvoir échanger avec vous. Donc, on est à votre dispo, en tout cas, s'il y a besoin. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Puis à bientôt sur l'eau. Bonne soirée à tous. Salut!